Bonjour, monsieur Balanche, merci d'être, parmi nous. Bonjour. Alors que vous êtes très loin, vous n'êtes pas en France en ce Si, moment. si, je suis en France. C'est ah, vous êtes revenu, Oui, 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 vous oui. étiez en Juste déplacement, en c'est ça? déplacement en début de semaine, ouais. Là, je suis de retour. Voilà. Eh bien, merci de nous faire l'honneur, de venir sur notre, média, sur Fréquence Populaire. Vous êtes bien connu par un certain nombre de personnes puisque vous intervenez, relativement régulièrement dans les médias sur la crise syrienne. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes, géographe. Vous êtes un de nos grands géographes français et vous êtes en particulier spécialisé sur le Proche-Orient et vous connaissez très très bien le Liban, la Syrie, les conflits du Liban et de Syrie. On peut dire également que récemment, en juin 2024, vous avez reçu le prix du livre de géopolitique et qui vous a été transmis par le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Monsieur Jean-Louis Bourlange. Alors, on vous a invité pour 2 raisons. Ça fait longtemps qu'on voulait, parler avec vous puisqu'on a reçu d'autres, spécialistes moins éminents que vous, mais, et puis syriens, sur la crise syrienne. Alors elle est en train d'évoluer, on voudrait avoir votre, heu, votre avis sur ce qu'il se passe, mais aussi, l'aventure malheureuse qui est survenue le 1er avril dernier, qui n'était pas un poisson d'avril, où vous avez subi, une agression, de la part de militants, on pourrait dire d'extrême gauche, qui vous reprochent, tout un tas de choses. On en reparlera et récemment, la présidente de l'université Lyon 2 vous a soutenu, mais du bout sans vous soutenir, hein, dire officiellement du bout des lèvres, mais en vous, condamnant un petit peu. On va y revenir. Mais d'abord, monsieur Balanche, Heu, quelle est la situation actuellement, en Syrie et comment voyez-vous les développements à venir dans ce pays? Oui, beh, écoutez, en Syrie, bon, je me suis rendu, encore en janvier dernier, hein. J'ai durant tout ce conflit, j'ai essayé de faire énormément de terrain, pour comprendre la situation, en allant à la fois côté régime et ensuite, lorsque ce n'a plus été possible, parce qu'à partir de 2016, je n'ai plus, obtenu de visa, pour visiter la Syrie, côté Assad. Donc là, je ne pouvais visiter plus que les zones tenues, par l'opposition et en particulier la zone, tenue par les forces démocratiques syriennes dans l'est du pays. Et en janvier dernier, donc avec la chute du régime d'Assad, j'ai pu retourner, dans toute la Syrie cette fois pour essayer de faire un bilan, de la situation. Bon, il f alors Assad est tombé, tant mieux, on ne peut que s'en réjouir, hein, parce que, c'était évidemment un horrible dictateur et surtout, on voyait pas, de déblocage de la situation avec lui au pouvoir. Il était devenu, complètement, psychorigide, incapable de négocier, avec évidemment la population pour rebâtir un pacte social. Il était rentré dans une spirale prédatrice, mais absolument incroyable, hein. Même les personnes qui l'avaient soutenu, au début de la crise, le rejetaient parce qu'ils étaient sous la pression, des services de renseignement pour des questions pécuniaires, tout simplement, hein. Dès que vous aviez une petite activité, on vous pressurait comme un citron, c'était incroyable. Surtout sa femme d'ailleurs, c'était surtout sa femme qui était Asma El Assad, celle que les médias avant-guerre qualifiaient de rose de Damas, enfin, c'était assez marrant de voir comment on la qualifiait et en fait, elle était pire que lui encore. Bon, hem Même les Russes en Ouais, avaient, ras-le-bol visiblement. Poutine n'en pouvait plus. Il n'a suivi aucun des conseils des Et Russes, Poutine n'en pouvait plus, ce qui a expliqué d'ailleurs que l'aviation russe n'est sans doute pas venue à son secours, comme il l'espérait, pour arrêter, l'offensive rebelle. Et d'après ce qu'on sait, c'est que Poutine, ne voulait pas l'héberger, à Moscou. Mais enfin, Lavrov lui a quand même fait comprendre que si Assad se retrouvait, pendu à un crochet de boucher, dans les rues de Damas, comme Mussolini en 45, on aurait du mal ensuite à, avoir des alliés, dans le reste du monde si on n'apportait quand même pas une assurance vie minimale, aux dictateurs qui font confiance à la Russie. Donc c'est pour ça finalement qu'ils l'ont hébergé, en Russie, mais Poutine ne pouvait plus le supporter. Les Iraniens ne pouvaient plus le supporter non plus parce que la Syrie était devenue un puits sans fond.
Hem, l'Iran soutenait le pays à bout de bras, économiquement et aussi militairement, et l'argent était détourné par les oligarques, du régime et par Assad lui-même. Donc effectivement, les Iraniens avaient besoin de la Syrie parce que c'est le lien, entre, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, avec le Hezbollah, dont l'objectif est de menacer Israël en alimentant le Hezbollah, en missiles. Et c'est pour ça qu'ils soutenaient le régime d'Assad. Mais il était devenu là aussi tellement prédateur, et incapable que, ils ont été bien incapables eux-mêmes de le soutenir lorsque ça a commencé à s'effondrer. Bon, problème, c'est que le nouveau dirigeant syrien, ben, c'est pas beaucoup mieux, hein. On s'en réjouit. On a une petite Pourtant, panne j'avais mis sur d'écran silencieux. du côté. Je sais pas ce qui se passe. Excusez-moi pour cette interruption. Non, Donc, c'est direct, ça arrive, c'est le normal. nouveau dirigeant syrien, c'est pas beaucoup mieux parce que quand même, il est issu, de la mouvance, djihadiste, hein, et même si en 2016, il dit avoir, rompu avec Al-Qaïda, c'était une rupture tactique, c'était pas une rupture idéologique. Alors on le décrit comme pragmatique. Oui, c'est vrai qu'il est pragmatique, mais c'est pas parce qu'il est pragmatique que c'est un modéré, hein. Vous avez des radicaux qui sont extrêmement pragmatiques aussi. Il a besoin de la levée des sanctions, il a besoin d'argent en provenance de l'Occident, mais aussi, des pays arabes du Golfe pour, unifier les différentes factions islamistes qui se trouvent autour de lui, créer donc une force militaire puissante pour ensuite pouvoir, unifier, la Syrie, par la force et imposer la charia, imposer son autoritarisme. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est sympathique, à l'égard des occidentaux. Parce qu'il faut absolument que les Américains lèvent les sanctions, sur la Syrie, mais aussi sur le groupe Hayat Tahrir al-Sham auquel il appartient, qui est toujours placé sur la liste des organisations terroristes, afin que des pays comme le Qatar puissent apporter une aide économique, à la Syrie. Mais le jour où il sera, bien en place, il va se montrer, ben, beaucoup moins, sympathique, hem, beaucoup moins tolérant. Son objectif, c'est une république islamique, centralisée, et la réduction au rang de zimmi, c'est-à-dire de protégés citoyens de seconde zone pour les quelques chrétiens, qui restent en Syrie, et la marginalisation, voire l'expulsion des, koufars, des hérétiques, comme les Alaouites. Et on a vu début mars, les massacres perpétrés, par ces troupes dans la région côtière, qui ont fait à minima 2 000 morts, recensés, mais on estime qu'il y en a plus de 5 000. Massacres qui se poursuivent. Alors, c'est plus des gros massacres parce que ça attire l'attention, donc il fait attention à sa communication. Là, ce sont des petits massacres, 5-10 personnes, ça passe beaucoup plus inaperçu. L'objectif étant de terroriser, cette population pour la pousser finalement au départ. C'est la vengeance par rapport à une communauté qui a lié son sort, au régime d'Assad, depuis les années 70. Hein, Hafez el-Assad, Bachar el-Assad recrutait énormément dans la communauté alaouite, mais ce n'était pas un régime alaouite, hein, c'était un régime qui s'appuyait, qui était issu, enfin, qui était issu d'un clan originaire de la communauté alaouite, hein, le clan des Kalbines, autour d'Assad, et puis, qui, recrutait en priorité, dans cette communauté, mais tous les Alaouites n'étaient pas derrière le régime, tous les Alaouites n'ont pas profité du régime, bien au contraire. À l'attaquer, les femmes de ménage, elles étaient toujours alaouites, elles n'étaient pas chrétiennes ou très peu sunnites. Certes, pour eux, ça avait été une promotion sociale parce qu'ils étaient passés du stade de paysans, gardiens de chèvres, à celui de fonctionnaires. Fonctionnaire en Syrie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire: vous arrivez le matin au bureau, vous installez dans un bureau, vous attendez jusqu'à 2 heures que ça passe parce que de toute façon, c'est du chômage déguisé, et l'après-midi, vous retournez dans votre village, cultiver votre champ, et Un peu à la vous avez un salaire fixe qui tombe à la fin du mois grâce à votre emploi dans la fonction publique, mais c'était quand même pas des salaires, mirobolants, hein.
Là, les salaires, de fonctionnaires, c'était 10 à 15 euros par mois, alors qu'il faut un minimum de 200 euros pour pouvoir vivre en Syrie. Mais même avant-guerre, on avait des salaires, de fonctionnaires qui étaient, bien insuffisants, pour permettre aux gens de vivre correctement, ce qui les obligeait évidemment à avoir un deuxième, voire un 3e métier. Donc il n'a pas pour autant assuré la promotion sociale de la communauté alawite comme beaucoup le décrient. Heu, Hafez el-Assad avait cette expression à l'égard des alaouites: Si tu ne veux pas que si tu veux que ton chien garde le troupeau, entre guillemets, donc les alaouites, les militaires alaouites gardent le troupeau, c'est-à-dire la population syrienne, eh bien, ne le nourris pas trop, hein. Il faut toujours qu'il ait faim pour qu'il t'obéisse, puis si tu le nourris un peu trop, ben, il va s'endormir et il va pas garder les moutons. Donc il fallait les maintenir dans cette espèce d'entre-deux, pour qu'ils restent, loyaux au pouvoir et qu'ils gardent, évidemment, qu'ils assurent le soutien au régime. Aujourd'hui, on a donc, un régime islamiste qui s'installe, qui est l'émanation finalement de la population arabe sunnite, qui représente à peu près 70 de la population syrienne. On parle de mosaïque en Syrie, certes, il y a les alaouites, des druzes, des chrétiens, mais ces populations-là ne représentent aujourd'hui que peut-être 15 de la population syrienne et on a 70 d'arabes sunnites. Alors évidemment, parmi eux, vous avez des gens qui sont des laïcs, qui sont musulmans, mais bon, qui sont pas, radicaux. Mais on a dans cette population quand même des gros bataillons de gens extrêmement conservateurs, voire radicaux, parce que, bah, les laïcs ou les modernes qui résident à Damas ou à Alep, ils ont deux, trois enfants. Seulement ceux qui viennent des banlieues, qui viennent, des ceintures de misère autour des grandes villes, qui sont dans les villages, surpeuplés, ben là, on a des taux de fécondité qui sont toujours de 6, 7 enfants par femme et par conséquent, bah, vous avez cette masse de population, heu, peu éduquée, surtout avec la guerre, où les écoles ont quand même disparu, qui sont en force et qui sont travaillés par les islamistes, qui sont faciles à convaincre, qui n'ont rien, donc qui veulent quelque chose, qui veulent un logement, qui veulent un travail et le régime la Syrie n'ayant pas de pétrole, pas de gaz, comme l'Irak par exemple, pour distribuer des salaires à tout le monde et acheter la paix sociale, forcément ces gens-là, ils vont vouloir s'emparer des biens de ceux qu'on considère liés à l'ancien régime. Donc essentiellement, les minorités ou ceux qui ne respectent pas le cadre islamiste et qui seront, les victimes désignées par le nouveau régime pour justement donner quelque chose à sa base sociale, renforcer sa base sociale et éliminer, je dirais définitivement toute opposition, en provenance, des minorités, en provenance, de la frange, laïque et progressiste de la société syrienne. Est-ce que, Enfin, je il y a pourrais un parler risque longtemps. Alors vous d'extension, êtes toujours là? non, mais je sais, est-ce qu'il y a un risque d'extension, Allô? de ce nouveau djihad, compte tenu du fait que Hayat al-Sham, al-Sham c'est le Levant, ça se limite pas à la Syrie, est-ce qu'il y a un risque à terme, malgré le Je ne pragmatisme, vous entends plus. du nouveau dirigeant? Ah, je crois que c'est chez vous. Vous n'entendez pas? Eric, tu m'entends? Ah, alors, c'est peut-être sur, le J'ai micro est perdu peut-être la ligne, coupé chez écoute, vous? Oui, oui, je ne sais pas moi s'il j'entends faut que bien. je continue de parler ou pas. Ah, on entend très bien. On entend très bien tout le monde, mais manifestement, c'est en sens inverse. Hem, Attends, je vais appeler au cas où. ouais, oui. En fait, alors, pendant ce temps-là, ça m'amène une réflexion. Il y avait un théoricien, dans l'ancien temps, un théoricien arabe, c'était Ibn Khaldoun.
qui avait théorisé en fait le fait qu'il y avait toujours les périphéries qui finissaient par prendre le pouvoir, et puis qui après, périclitaient parce que ça allait bien, qui reprenaient donc les mercenaires des périphéries, puisque eux-mêmes étaient au centre, et qu'en fait c'était un système, cyclique, qui s'auto-entretenait. Alors notamment, il appliquait ça, notamment dans le monde arabe. Sauf que, les nomades sont transformés en grands banlieusards, peut-être. Ça c'est un paramètre. Il y a juste un autre point qu'on peut soulever, c'est qu'il y a manifestement eu un accord qui s'est fait avec, les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire, les Kurdes, par rapport, à certains territoires. Mais Donc, j'allais justement poser la voilà. question à monsieur Balanche, mais je sais pas s'il nous Oui, entend. Est-ce que maintenant vous c'est bon là, entendez? je vous entends là, oui. D'accord. Bon, il y a eu un petit Oui. bug, voilà, ça arrive. Donc on se posait la question, des forces du Mmh. Rojava. Longtemps il y a eu une inquiétude qui a toujours, chez certains spécialistes du Rojava qu'in fine, il y ait un écrasement, des Kurdes du Rojava, par la Turquie et le nouveau gouvernement syrien. Mais, des accords ont été signés. Que pensez-vous de l'avenir du Rojava? Est-ce que monsieur Erdogan va quand même réussir son objectif d'extension, impériale ottomane, ou il y a une solution a été trouvée? Oui, moi non, Erdogan a toujours cet objectif, hein, de néo-ottomanisme, qui va donc, considérer à éliminer, les autonomies kurdes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autonomies kurdes ne peuvent exister que dans le cadre où, vous avez un affaiblissement des États centraux. Donc en Irak, avec l'intervention américaine de 90-91, qui a permis, cette zone d'exclusion aérienne, l'affaiblissement de Bagdad, et ensuite en 2003 évidemment l'intervention américaine, on a un affaiblissement du pouvoir central et des États-Unis qui vont donc, permettre, par leur soutien, la France aussi, donc l'autonomie kurde, au nord Irak. Et en Syrie, c'est la même chose. C'est parce que vous avez la guerre civile qui commence en Syrie en 2011-2012 que le PKK envoie des groupes, de combattants, soutenir les Kurdes syriens. Il y avait beaucoup de Kurdes syriens qui étaient dans le PKK. Ils ont représenté, à l'époque où, Öcalan était en Syrie, jusqu'à 25 des membres, combattants du PKK. Donc des gens comme Ilham Ahmad, des gens comme, Mazloum Kobané, c'est des gens qui étaient à Kandil, dans le nord Irak, hein, dans les maquis du PKK, qui sont d'origine syrienne, qui se sont engagés, dans le PKK, quand ils avaient entre 16 et 20 ans, et qui sont revenus donc en Syrie organiser, les YPG, et ensuite, heu, par les alliances avec, les Arabes, les tribus arabes, les forces démocratiques, syriennes, puisque les forces démocratiques syriennes, il y a un tiers de Kurdes et deux tiers de population arabe. Le tout soutenu évidemment par les États-Unis qui ont utilisé, ces forces démocratiques syriennes dans la lutte contre Daesh pour ne pas, risquer, des GIs, au sol contre Daesh. Quand même, dire que les forces démocratiques syriennes, ils ont perdu, 11 000 hommes, hein, dans cette guerre, et les Kurdes ont payé le prix principal. Vous allez dans les villages kurdes, à Qamishli, dans les quartiers, j'y vais régulièrement, il y a les murs des martyrs, hein, comme on appelle ça, avec les photos des jeunes qui ont été tués, des cimetières, immenses. Enfin, ils ont vraiment payé un prix énorme contre Daesh et pour avoir leur autonomie. Hem, Oui, ils ont même aidé à Mossoul, oui, parce qu'ils ont pris Raqqa, qui a été, pour ceux qui ont été sur place, comme Patrice mmh, Franceschi me le décrivait comme étant, Stalingrad, les combats étaient extrêmement violents, ils ont perdu beaucoup de troupes, et ils ont aussi envoyé des commandos pour prendre Mossoul, parce que la Golden Division mmh, irakienne, ainsi que les Américains n'y oui, arrivaient ça pas c'était finalement à déloger c'était les les troupes, Kurdes irakiens ça, oui, c'était les oui. Kurdes irakiens. Alors pour Mais les autres ont envoyé des commandos aussi au À ma Rojava pour connaissance, donner un non. coup de main. Pas les YPG. Ils avaient assez à faire, contre, ils avaient assez à faire contre l'État islamique,
Parce que la bataille de Raqqa, a commencé quand c'était la fin de la bataille de Mossoul et puis après il y a eu toute la reconquête de l'Euphrate jusqu'à Baghouz et ça a duré encore 2 ans supplémentaires, hein, jusqu'en 2019. Alors Mmh. qu'en Irak, ça a été terminé, c'était octobre 2017, hein, la reprise de Mossoul. Hem, donc heu Qu'est-ce qui se passe? Les Kurdes, on leur a promis, qu'on les soutiendrait, qu'ils auraient une région autonome, et cetera et puis, une fois l'État islamique, quasi éliminé et bien, évidemment, l'Occident, comme d'habitude, oublie ses promesses et notamment les États-Unis, et lâchent l'allié kurde en octobre 2019, en retirant ses troupes de la frontière et permettant à Erdogan, d'attaquer, le Rojava. Bon, finalement, l'armée américaine a bloqué, a contredit finalement les ordres de Trump. Les diplomates américains ont expliqué à Trump que c'était une lourde erreur, d'abandonner un allié comme ça, parce qu'après ça ferait jurisprudence et qui aurait confiance dans les États-Unis ensuite si on lâchait un allié en pleine campagne? Donc ils sont restés finalement dans l'Est et tant qu'ils sont là, la Turquie n'ose pas les attaquer frontalement. Il y a des bombardements régulièrement, sur les infrastructures électriques, le pétrolières qui mettent le Rojava à plat. Parce que la Turquie finalement, au lieu de les attaquer de front, sape les bases économiques de cette région par la rétention d'eau grâce aux barrages, sur l'Euphrate, ce qui fait que l'agriculture, elle souffre et puis ils détruisent les infrastructures énergétiques pour, les empêcher de relancer l'économie, du pays. Heu et il y a aussi, donc c'est un autre problème, c'est que la zone contrôlée par les Kurdes, dans le nord-est syrien, les Kurdes sont minoritaires, en fait. Il y a 40 de Kurdes, 60 de population arabe. Raqqa, Deir ez-Zor, Sud Hasakeh, tout ça, c'est les populations arabes qui détestent les Kurdes. Qui sont racistes à l'égard des Kurdes, heu, qui ne les considèrent pas comme des Syriens, mais comme des étrangers venus en Syrie. Enfin, on voit tout le poids du nationalisme arabe, de la propagande anti-kurde qui a été faite par les différents régimes, jusque-là. Parce que le nationalisme arabe, finalement, version syrienne, c'est, mettre en évidence, l'arabisme pour, limiter les problèmes, religieux entre sunnites, chiites, chrétiens, musulmans, enfin et cetera. Et seulement vous créez un autre ennemi en faisant ça, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas arabes, les Kurdes. Enfin, c'est la même chose, la même chose qui s'est produite en Irak sous Saddam Hussein. Bon, il n'y a pas eu de génocide en Syrie, à l'époque du Baas, comme en Irak avec l'Anfal, mais il y avait une politique de marginalisation, de discrimination à l'égard des Kurdes. Et aujourd'hui que les Kurdes, finalement, sont au pouvoir dans cette région, ben, les populations arabes trouvent ça inacceptable, et ne rejettent, le leadership, kurde. Alors que les Kurdes font beaucoup d'efforts, hein, pour, intégrer les populations arabes dans leur gouvernement, mais il y a vraiment un blocage, culturel, psychologique, on ne veut pas être dominé par un Kurde. On ne veut pas qu'il y ait un Kurde qui accède, aux responsabilités. C'est vraiment, ça c'est dingue. Bon bref, tout ça pour vous dire que, ces populations arabes de la vallée de l'Euphrate restaient finalement sous le contrôle des Kurdes parce qu'il y avait Bachar el-Assad au pouvoir, à Damas et personne n'avait envie de retomber sous sa coupe. Mais aujourd'hui que vous avez un Hashala, un arabe sunnite au pouvoir à Damas, bah là, pourquoi on resterait, sous contrôle, kurde? Donc c'est dans ce contexte-là que Mazloum Kobané a signé cet accord avec Chara, bon sous pression américaine aussi parce que les Américains finalement sont peut-être en train de partir, hein, il y a des retraits de troupes là qui commencent. Est-ce que ça sera un retrait, total? À voir. Mais en tout cas, Mazloum, il sait qu'il risque une révolte des populations arabes soutenue par le nouveau régime à Damas et qui va perdre, donc l'essentiel du territoire et notamment les puits de pétrole qui sont sur ce territoire et qui sont indispensables à la survie du Rojava et donc je pense que, il anticipe, hem un scénario chaotique dans le reste de la Syrie dans 6 mois, dans 9 mois et qu'il a besoin de gagner du temps. Donc on fait cet accord avec Chara, de l'intégration progressive du Rojava dans la nouvelle Syrie. Heu
il y a des commissions mixtes qui vont être mises en place. Bon, on sait très bien en Syrie, ces commissions mixtes, ces commissions de dialogue et cetera, ça dialogue, ça discute, ça s'enlise, rien n'aboutit et finalement ça bouge pas parce que ce qui compte, c'est le rapport de force militaire, hein, c'est pas les accords qui peuvent être signés et se disant: «De toute façon, ça va se dégrader de l'autre côté». Le À Damas, ça va être le chaos et finalement les Arabes, qui sont dans le nord-est syrien, ils vont se dire: «Finalement, on n'est peut-être pas plus mal avec les Kurdes, au moins on a la stabilité, on n'a pas des groupes djihadistes sur le dos, réfléchissons avant de réclamer notre réintégration, dans la Syrie de Damas». Si Chara finalement arrive à stabiliser le pays, qu'il y a pas trop d'exactions, qu'il arrive à avoir un peu d'argent, des pays du Golfe pour relancer l'économie du pays, là, ben, Mazloum, qu'est-ce qu'il fera? Il négociera finalement peut-être, la réintégration des territoires arabes dans la Syrie en échange de l'assurance d'avoir, dans les régions spécifiquement kurdes, c'est-à-dire, nord Hasakeh, Qamishli, Kobané, pour ceux qui connaissent vraiment l'extrême nord-est de la Syrie, un canton kurde, avec une garantie d'autonomie. Hein, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Merci, très, très intéressant. En dehors des Kurdes, est-ce que le nouveau pouvoir à Damas, qui est quand même héritier d'une certaine manière de Daesh d'Al-Qaïda, est-ce qu'il y a un risque de perte de contrôle par les Américains et que eh bien, leur passion passée reprenne le pas et qu'ils se disent qu'il faut étendre le djihad ailleurs, qui sait, retourner en Irak, pourquoi pas en Jordanie. Est-ce qu'il y a un risque d'extension ou ils sont, selon vous, bien cantonnés et tenus par les Américains? Non, non, ils sont pas du tout tenus par les Américains, ils sont, tenus par les Turcs, hein. Mais, on sait très bien que la Turquie, utilise ces groupes djihadistes, dans son intérêt, géopolitique, hein. La Turquie, a soutenu Daesh, sachant qui était Daesh. 2013-2014, j'allais pas mal dans le sud de la Turquie, pour, comment dire? Faire des enquêtes sur les réfugiés syriens. Quand je prenais l'avion, à côté de moi, il y avait des djihadistes, hein, qui prenaient l'avion, Istanbul-Gaziantep. À Gaziantep, bon, je passais par la douane, mais eux, ils passaient par une autre porte. Vous alliez à Urfa, c'était la base arrière de Raqqa, où il y avait tous les types de Daesh, qui venaient en goguette. Pour certains, ils avaient leur famille, qui était à Urfa pendant qu'ils allaient faire le coup de feu, de l'autre côté. Il y avait toutes les guest house, les hôpitaux, des bandes djihadistes qui étaient en Turquie. Non, la Turquie se sert de ces groupes. Donc si elle a intérêt, en Irak, par exemple, à les utiliser, contre Bagdad, pourquoi pas? C'est un puissant levier qu'elle a contre Bagdad. Hem Parce qu'il y a cette volonté turque également de s'étendre sur le nord Irak, sur l'Irak, avec, le projet d'un corridor Bassora, Irak, qui serait, une alternative aux routes de la soie chinoise, enfin en tout cas une voie qui permettrait l'expansion de l'économie turque sur l'Irak. Hem, donc voilà, la Turquie peut avoir un rôle déstabilisateur et les utiliser et puis vous avez aussi des groupes, ben, qui, voilà, qui ont pas envie, de prendre les pantoufles en Syrie, de poser les armes. Pour eux, la Syrie est un sanctuaire et ils vont continuer à faire le djihad, ailleurs. Alors Chara essaie pour l'instant, de les maîtriser parce que sa priorité, c'est la levée des sanctions, c'est une aide économique pour justement se renforcer et stabiliser, son pouvoir. Mais, vous avez des impatients, vous avez des gens qui voudront, passer à l'attaque. Alors, ils peuvent traditionnellement faire comme faisaient tous les dirigeants arabes, c'est-à-dire, envoyer, ceux qui posent problème, faire le djihad, en Afghanistan, en Irak, ou ailleurs. Donc là, les envoyer, au Liban, où, une partie des sunnites libanais, voudraient la peau du Hezbollah.
il pourrait être utilisé donc dans le cadre d'un conflit avec le Hezbollah. Ils peuvent aussi revenir en Irak, il y a beaucoup d'Irakiens parmi eux, pour soulever, les sunnites, notamment dans la région de Mossoul, contre, le gouvernement chiite, de Bagdad. Enfin, il y a différents cas de figure, et c'est pour ça que les pays arabes se méfient énormément du nouveau pouvoir à Damas. Alors ils discutent avec lui, ils l'invitent, ils essaient de l'amadouer, ils essaient de l'acheter, ils essaient de voir comment ils peuvent négocier avec lui. Les Saoudiens, par exemple, sont extrêmement inquiets parce qu'ils savent très bien qu'une république islamique en Syrie, dirigée, par, cette mouvance, heu, la cible, bah, ce sont les monarchies, les vieilles monarchies, locales. L'Arabie saoudite, bien sûr, mais en priorité, la monarchie jordanienne. La Jordanie a très, très peur de ce qui se passe en Syrie. Elle a peur d'une contamination. Il y a aussi 1 million de Syriens, de réfugiés syriens qui sont en Jordanie, qui peuvent être les correspondants, si vous voulez, de groupes djihadistes, syriens. Heu, on a vu les tentatives de déstabilisation de la Jordanie, au moment de Daesh, hein, en 2015-2016. Il y avait des cellules de Daesh, à Irbid, qui ont commis des attentats. Donc avec ce qui se passe en plus, de l'autre côté, en la guerre à Gaza, les problèmes en Cisjordanie, vous avez une population jordanienne qui est chauffée à blanc, qui accuse la monarchie de ne pas en faire assez pour soutenir, la cause palestinienne. Et qui peut être manipulé par ces groupes pour la faire tomber. Vous êtes donc en accord avec, on peut dire avec, Jeffrey Sachs, qui était récemment à Antalya, où s'est tenu, le Diplomacy Mmh. Forum 2025 en Turquie, donc Antalya. C'était en quoi? La semaine dernière, il y a quelques jours, ça s'est terminé, et où là-bas, Jeffrey Sachs a, quand même eu le courage, on peut dire, vu l'endroit, de parler de l'opération Timber Sycamore, des Américains, qui ont armé et financé bah, les djihadistes dès 2011, selon ces termes, et ils ont lâché les chiens et que ça sera hors de contrôle. Non, je suis pas, je connais pas Non. monsieur Sachs, je sais pas ce qu'il a dit et cetera, mais ça non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a pas eu de préparation. Cette histoire de Time Sycomore, je n'y crois pas. Il y a pas eu de préparation, américaine contre la Syrie, alors je sais que Roland Dumas, en avait parlé et cetera, ça c'est pour moi c'est des élucubrations, voire du complotisme. Hem, Ok. il Barack Obama a pris le train en marche, en fait. Il a été surpris comme tout le monde par le printemps arabe. Il a pensé naïvement que, il y aurait une transition en douceur en Syrie, comme on l'a pensé, en France. Il était très reluctant à l'idée d'ailleurs de soutenir, militairement, les rebelles syriens. Il y est allé, mais à reculons quasiment parce qu'il venait de sortir les troupes américaines d'Irak et c'était pas pour se relancer dans un conflit en Syrie et même en armant lourdement des groupes dont il connaissait le danger. Et il faut quand même dire que les Américains, dès novembre 2012, ils mettent sur la liste terroriste le groupe Al-Nosra, donc HTS, aujourd'hui, hein. Hillary Clinton dit: «Attention, c'est un groupe membre d'Al-Qaïda, on le sanctionne, pas question de lui apporter une aide». Et c'est là qu'on a la sortie de Laurent Fabius, sur France 24 en disant: «Ah ben, c'est embêtant parce qu'on en a discuté avec nos partenaires arabes et nos partenaires arabes trouvent que ce groupe fait du bon boulot sur le terrain. C'est dommage de le sanctionner. En gros, on se prive d'un acteur efficace». Et la France va donc attendre mai 2013 pour placer le front Al-Nosra sur la liste des organisations terroristes, une fois que Jolani, c'est-à-dire Al-Chala, aura lui-même avoué qu'il est bien membre d'Al-Qaïda. Jusque-là, côté français, on lui laissait le bénéfice du doute
Ben, parce pour le coup, on a apporté, nous, des armes, à ce groupe. Mais côté américain, il n'en était pas question. Barack Obama, la coalition internationale contre Daesh, enfin, c'est quand même lui, quoi. Mois de juin 2014, quand il voit Baghdadi qui se proclame calife à Mossoul, il dit stop. Il siffle la fin de la récréation pour les Saoudiens, les Qataris, les Turcs, les Français, en disant arrêtez vos conneries. Vous avez créé un monstre. Et il n'est pas question qu'on le laisse prospérer. Donc maintenant, vous rentrez dans la coalition internationale anti-Daesh. euh, et ceux qui rentrent pas, je les considère comme les alliés objectifs de l'État islamique, hein. Non, il a été très clair. Donc c'est pour ça cette histoire de Time Sycomore et compagnie, alors qui est des penseurs américains ou des gars dans un bureau à la CIA qui ait fait un rapport, pourquoi pas. Mais c'était pas du tout, comment dire, une stratégie américaine à mon sens, hein. Et parce que il y a un truc qui a beaucoup marqué les Américains, c'est 2002 ou 2003, quand vous avez, comment il s'appelait là, le militaire américain qui brandit, des fioles d'anthrax, à l'ONU, au Congrès, en disant, «Saddam Hussein a des armes de destruction massive». Heu donc voilà, donc il faut qu'on intervienne en Irak. Bon, c'était un mensonge, hein, et et ça a été la guerre en Irak. Les Américains n'aiment pas le mensonge, hein, n'aiment pas le mensonge. Ça leur a vraiment resté en travers de la gorge. Et à partir de là, dès qu'il y a quelque chose, si on prend par exemple les attaques chimiques, à Damas en août 2013, qui ont été perpétrées par le régime. Alors, on n'en a pas la preuve absolue à 100. Là, peut-être qu'on fouillera dans les archives, on trouvera des choses, mais c'est comme l'assassinat de Rafik Hariri, en 2005. Moi, j'ai toujours été persuadé que c'était le régime syrien, c'était dans sa logique mafieuse. Mais il se trouve donc aux États-Unis des gens qui disent: «Puisque nous n'avons pas de preuves, la preuve comment dire? Qu'Assad a utilisé des armes chimiques, d'ailleurs il dit que c'est pas lui, ne nous emballons pas, ne nous laissons pas avoir comme on s'est fait avoir quand Colin Powell a présenté ses fioles d'anthrax, au Congrès». Et donc ils remettent systématiquement en doute, la position, et ils voient des complots et ils voient une machination, et cetera. Vous pouvez pas imaginer l'impact qu'a eu ce mensonge de Colin Powell, en qui a déterminé l'intervention américaine en Irak. Et c'est pour ça d'ailleurs que, le parlement britannique, en 2013, refuse, de bombarder Damas, parce qu'ils ont peur, eux aussi, de se faire embarquer, dans une aventure avec à nouveau. avec un manque de preuves, hein. Parce qu'on se souvient du rôle de Tony Blair, comment dire, en 2003, pour, engager également la Grande-Bretagne dans le conflit en Irak. Et merci pour ces précisions. Alors, on vous a également invité, puisque vous êtes arrivé à une mauvaise aventure, on en parlait au début de votre interview. Le journal Le Point l'a relaté hier, ici, là, on peut le voir à Mmh. l'écran. Quand la présidente de l'université Lyon 2 désigne son professeur agressé, alors en fait, on parle là de vous. C'est vous qui étiez le professeur agressé. Donc je remets les choses en place. Le 1er avril dernier, vous êtes en Mmh. cours à l'université Lyon 2 où vous enseignez. Pour ceux qui vous connaissent, on sait que vous êtes un spécialiste de la Syrie, géographe, comme on le voit aujourd'hui, vos propos sont parfaitement tempérés et argumentés. Et débarquent dans votre cours une vingtaine de militants cagoulés qui se disent du groupe Lyon 2 Autonome. Et vous êtes insultés au titre de sionistes, de racistes, d'islamophobes.
et vous force à quitter votre amphithéâtre, donc d'arrêter le cours. Et en gros, ce qu'ils vous reprochent, c'est que quelques jours avant, euh, vous étiez soulevé contre l'idée qu'il y ait une salle de l'université qui soit dédiée à la rupture du jeûne, du ramadan, de l'iftar. Et il me semble que vos arguments étaient parfaitement laïques, en disant que l'université, c'est l'espace public, on n'y fait pas plus la galette des rois que l'iftar. Mais ça a été le déclencheur pour vous sortir de votre cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement qui a dû être assez traumatique, j'imagine? Oui, donc ce groupe, qui occupait une salle, depuis un mois, donné par l'université, hein, ils disaient qu'ils l'occupaient, mais en fait, c'est l'université qui le leur a donné. Ils faisaient des activités militantes, et puis à un moment donné, comme c'était la période du ramadan, ils se sont mis à organiser des iftars. Avec de la nourriture, puisque normalement c'est un groupe autonome, donc ils n'avaient pas d'argent. De la nourriture qui était fournie, j'ai vu les cartons sur les vidéos. Ça me semblait être, des comment dire? Des iftar baskets, comme on en distribue, comme les associations islamistes, en distribuent aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour qu'ils puissent faire un iftar correctement. Donc ça m'a évidemment mis la puce à l'oreille tout de suite, me disant que, là, il y a un lien avec une assoce islamiste quelque part, parce que, notamment, je voyais des petits paquets de soupe, parce que traditionnellement, la rupture du jeûne, au Moyen-Orient, on commence par une soupe, voilà, bon, et ça, c'était vraiment des trucs pré-préparés qui me semblaient venir d'une association, islamiste. On leur a donc, interdit de faire ça et surtout de le publiciser parce qu'ils avaient mis sur les réseaux sociaux, ils avaient invité les gens, avec, une femme voilée, un autre, un garçon en habit islamique, à venir, pour la rupture du jeûne officiel et cetera. Non, ça c'est pas acceptable. Alors on a appris ensuite qu'ils avaient un coin prière dans cette salle. Bon alors là c'était encore plus inacceptable. Bon, à une université publique, laïque, aucune religion, ne doit, pratiquer, son culte, faire du prosélytisme à l'intérieur de cet espace. L'uni Je me Oui. permets de vous interrompre un instant, parce Mmh. qu'il y a notre Nietzschéen qui écrit que les religions n'ont rien à faire à l'université. Il y en a un intervenant qui nous écrit que quand c'était Hanouka à l'Élysée avec prière, il n'y a plus personne. Dans notre cas, si, nous avons critiqué le Hanouka à l'Élysée. Pas plus de raisons d'avoir fait Hanouka à l'Élysée ou le Petit Jésus ou l'Iftar. Désolé pour cette Oui. coupure, Mmh. mais certains pensent qu'on est à sens unique. Non, non, Pas du tout. c'est la laïcité, ça moi aussi je C'est regrette partout. qu'il y ait des iftars à l'Élysée ou qu'on célèbre une fête religieuse à l'Élysée. Le président de la République, à la limite, peut se rendre, à une invitation, religieuse. Il va bien aux enterrements à l'église, bon, je veux dire, pourquoi pas? Mais faire ça dans les bâtiments de la République, là j'ai plus de mal, quoi. Et puis s'il le fait, effectivement, s'il le fait pour Hanouka, il faut aussi qu'il le fasse, pour Pâques, il faut aussi qu'il le fasse à ce moment-là, pour l'iftar, enfin qu'il essaie d'être, à ce moment-là, égal, avec les différentes, communautés, religieuses, hein. Hem mais parce que cette égalité, marque justement la neutralité du chef de l'État et sa neutralité, religieuse. Bon, pour revenir à cette affaire, donc il y a bon, comme je suis connu par les journalistes sur le Moyen-Orient, l'affaire, sort, dans Le Progrès de Lyon, comme quoi il y avait eu ça. Bon et puis le week-end, il y a des journalistes qui m'appellent pour en savoir un peu plus. Et dont un journaliste de CNews. On fait une petite vidéo, d'1 minute où j'explique ce qui se passe. C'est diffusé sur CNews, et du coup, furie, de ce groupe qui, voyant la vidéo, décide le mardi de venir, interrompre mon cours, aux cris de racistes, sionistes, cellules terroristes, avec une banderole pro-palestinienne et cetera, m'accusant d'être à la fois pro-israélien et pro-Assad, à chercher l'erreur. Bon, heu, complice du génocide à Gaza, bon, bah, à ce moment-là, je plie mes affaires, je m'en vais, hein. Bon, ça a pas été traumatisant, vous savez,
Quand vous travaillez sur des terrains de guerre, vous voyez des choses beaucoup plus traumatisantes. Quand vous faites des enquêtes dans des camps de réfugiés syriens, vous voyez des gamins qui vivent dans des cloaques, ça, c'est traumatisant. Là, ça m'a pas, sur le coup, traumatisé, outre mesure, hein. J'avais un cours à 16 heures, un TD à 16 heures, je l'ai fait normalement. Bon, après, le soir, vous commencez quand même un petit peu à réfléchir en vous disant: «Mais c'est quoi ces histoires, quoi?» C'est les gardes rouges, qui, à l'époque de la révolution culturelle maoïste, démissionnaient les profs, nommaient les profs, enfin, on en est là, quoi. Et pourquoi on en est là? On en est là parce que, ben, au sein de l'université, on laisse prospérer ces groupes en toute impunité. On leur donne des salles, quand il y a des journées d'action, ils bloquent les campus. Ils sont 20 devant l'entrée du campus, ils mettent une poubelle, à 7 heures du matin et puis, la présidence de l'université, décrète la fermeture administrative. Donc ça veut dire que si moi j'arrive pour faire mon cours, c'est moi qui suis dans l'illégalité. Ça veut dire qu'une vingtaine de personnes sont capables de bloquer 27 000 étudiants. Enfin, c'est absolument inacceptable. Heu, la réforme des retraites, on a été bloqué pendant 2 mois, 3 mois. Mmh. Ensuite, ils ont menacé d'interrompre les examens et donc on a dû faire les examens en ligne. Je vous explique pas, tout le monde a eu son diplôme quasiment. Bon, impossible d'empêcher les tricheries quand vous faites les partiels en ligne de cette façon. Et là, on a franchi C'est comme en 68, tout le monde a eu le bac et le ouais, on a diplôme. franchi un cap parce que, comme on leur a, au nom de la laïcité, on leur a interdit de garder cette salle et d'y pratiquer, l'iftar et les prières. Le lendemain, le vendredi 28, ils nous bloquent l'université. Alors pareil, 20 personnes. Et au lieu de leur envoyer la police, pour débloquer le campus, la présidente de l'université, qu'ils ont traité d'islamophobe. Plutôt. Mmh. Même Ouais, problème. Ah, même problème, même remède, dans ce cas. ouais. Donc là, je me suis vraiment, opposé à ça et d'où l'interruption de mon cours. Je pourrais te donner un Allô? témoignage. Alors, Je vous entends plus non plus, là. bon, Pour témoigner, d'une en fait, vous avez été Je ne vous déconnecté. entends plus. Bon, bah, je vais peut-être reprendre, comme tout à l'heure. Ouais. Vas-y, Eric. oui, je peux témoigner de ce genre de phénomène, les cours, les gens qui débarquent en commando dans un cours et cetera. C'est pas nouveau. Moi, j'ai connu ça, en 82 ou 83, je crois, à Tolbiac. Donc, une fac où Georges est passé aussi, mais plus tard. Et en fait, la cible était Pierre-François Gonidec, professeur de relations internationales qui avait écrit d'ailleurs, je me rappelle plus, un annuaire du tiers-monde qui servait, pas mal notamment dans les ambassades à l'époque. Et en fait, il avait une lecture, bah, effectivement du conflit israélo-palestinien déjà à l'époque, qui ne plaisait pas, à l'époque, il y avait un comité sioniste à la fac. C'était un peu le même truc, hein. Ils avaient un peu tendance à vouloir faire, devant l'Amphiène, des trucs religieux et cetera. Bon, c'était un peu pénible et comme le cours leur plaisait pas, ils ont ramené du monde, ils ont débarqué pareil à 20 ou 30 et ils ont interrompu le cours parce que, bah, la liberté académique, ça va pas. Donc c'est assez marrant de voir que Mais là aussi, c'était les extrémistes, non, Eric? C'était le bêta. Oui, c'était clairement le bêta, hein. Donc, bon, déjà à l'époque, ça avait pas, traumatisé, plus que ça, la présidence de l'université, j'ai l'impression. Ça s'est plus reproduit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui, emploient les méthodes, utilisées par les sionistes à l'époque, des gens qui se revendiquaient comme ça, au nom de l'antisionisme. C'est très étrange, mais globalement, souvent, le modus operandi, dit beaucoup plus que l'étiquette revendiquée, je trouve.
Mais c'est intéressant de savoir que ce genre de choses, ça se fait de temps en temps. Il y a quelqu'un qui dit: «Non, ça me plaît pas, lui, il me plaît pas, lui, il me plaît pas». Mais c'est vrai que Je là, peux en ce moment, facilement. on a quand même une augmentation, on a une augmentation assez nette de ce genre d'événements, comme ce qui vous est arrivé, monsieur Balanche, dans différentes universités où, un peu les mêmes groupes, un peu affiliés au même parti politique, bloquent, bloquent des cours, bloquent des intervenants, parce que ça leur convient pas à eux. Et là, on est dans une logique, inacceptable à l'université. Et ce qui est étonnant dans votre cas, c'est que, la présidente de l'université, euh, je vais sûrement mal prononcer son nom parce qu'elle s'appelle Isabelle von Ouais, Bulzingzoven. Je on dois dit Isabelle Van B entre nous parce que voilà, Isabelle von voilà. B. Oui, voilà. C'est un peu compliqué. Alors, elle a été aussi également interviewée et bon, elle, elle vous a soutenu du bout des lèvres, hein, on va dire, mais elle a fait surtout une charge contre vous en vous accusant d'être complotiste, délétère. Donc, c'est pas du tout un soutien, in fine, c'est plutôt un soutien à ceux qui sont venus déranger votre cours. Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé à mon excellent ami et maître, monsieur Henri Peña-Ruiz, on peut dire un grand défenseur de la laïcité, et qui, à une université récente de la France insoumise, enfin maintenant c'est il y a 3-4 ans, s'était vu littéralement agressé par les mêmes types de personnes, et la direction de la France insoumise, à l'époque sous la plume d'Adrien Quatennens, avait écrit que bon, il le soutenait, mais que quand même ses propos étaient sujets à polémique, blablabla, donc un retournement complet de position et une critique en fait de Henri Peña-Ruiz et de donner raison à ceux qui l'avaient agressé. Donc là, on a un peu la même chose. C'est étonnant quand même d'une présidente d'université, euh, alors que vous avez un soutien académique quand même important, je pense, de vos collègues, de donner raison, donner le point à vos agresseurs. Oui, ouais, ça m'a vraiment surpris de sa part. Alors je me suis posé la question au départ, est-ce que la Tribune de Lyon, a bien retranscrit ses propos? Parce que bon, j'ai eu quelques soucis avec ce média, qui manque énormément de professionnalisme. Vu que c'était pas une interview directe, mais des propos, enfin des extraits, on peut se poser la question. Alors moi j'ai non, je c'est ce que j'ai dû dire au Figaro ou au Point quand ils m'ont interviewé là-dessus en disant: «Est-ce que il faudrait qu'elle précise ses propos parce que si ils sont intervenus dans mon cours à cause de mes propos sur Gaza», c'est ce qu'elle dit. Alors j'aimerais bien qu'elle m'explique, quels sont mes propos sur Gaza qui justifient, cette intrusion. J'ai fait des analyses géopolitiques sur le conflit israélo-palestinien, hein, bah, c'est mon boulot, hein. Il ne faut pas confondre une analyse géopolitique qui s'appuie sur des arguments, des recherches, avec, une opinion, politique. J'ai mes opinions, personnelles, sur le conflit, je me garde bien d'en faire état. C'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est d'essayer d'expliquer, les acteurs, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs moyens, quelles sont les alliances, qu'ils ont, et quand on fait la somme de ces acteurs, comme la somme des vecteurs, on voit vers quelle direction se dirige la crise. Donc, moi, c'est ce que je fais. Alors ce que je dis, c'est que si une présidente Et d'université. si je me permets, monsieur Balanche, vous souffrez d'un problème qui est que vous êtes un géopoliticien de l'école réaliste. Ce que vous venez de décrire, vous décrivez la situation telle qu'elle est, et à tous ceux qui analysent la situation d'un point de vue idéologique, ça ne leur plaît pas, parce que, Oui, évidemment, la réalité est généralement désagréable, et c'est souvent des reproches qu'on fait aux oui, réalistes. C'est ainsi que, bon, voilà. oui. Donc si la présidente d'université n'arrive pas, elle, à faire la différence entre une analyse, géopolitique et des opinions politiques, comment voulez-vous que des étudiants, arrivent à faire la différence, hein? Ça aussi, c'est quand même, ça pose quand même problème. Hem, donc ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a reproché? Oui, des paroles, complotistes. Ah bon? Complotistes? Ah bah, expliquez-moi un petit peu. Mais c'est grave de dire ça. C'est extrêmement grave de dire ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que, les recrutements, beaucoup de recrutements à l'université
étaient des recrutements idéologiques. Et ça, je peux parler de mon cas personnel parce qu'en 2014, j'ai été, blackballé, d'un recrutement, à Sciences Po Lyon, pour des motifs clairement idéologiques. J'ai fait un recours au tribunal administratif que j'ai gagné. Non pas pour vice de forme, mais parce que le juge du tribunal administratif a conclu une erreur manifeste d'appréciation et plus grave, a méconnu que le jury a méconnu le principe d'impartialité. Décision du tribunal administratif de 2016. Heu, bon, qui a fait jurisprudence. Donc les recrutements idéologiques à l'université, ça existe. Il ne faut pas se leurrer. Il y a tout un problème dans le processus de recrutement des enseignants-chercheurs, aujourd'hui. Marcel Gauchet avait fait un excellent article dans Le Débat en 2009 en montrant justement comment il y avait le clientélisme, le localisme qui jouait et aujourd'hui, on a avec la loi sur les autonomies de l'université de 2007, de Valérie Pécresse, alors qui partait d'un bon sentiment, mais elle a complètement méconnu le fond des universités, et de l'écosystème universitaire et notamment dans les sciences humaines et sociales. Donc, en donnant un super pouvoir au président d'université, celui finalement de recruter, eux-mêmes les enseignants-chercheurs. Alors certes, il y a une commission de recrutement, mais la commission de recrutement, c'est le président de l'université qui nomme, le président et qui lui-même va recruter les membres de la commission qui devraient normalement être les spécialistes de la discipline. Et ensuite on va élaborer le profil du poste. Mais alors là, c'est la porte ouverte à tous les abus. Or, un président d'université, d'où vient son pouvoir? De l'élection du conseil d'administration de l'université. Conseil d'administration de l'université qui lui-même, les membres proviennent des syndicats étudiants, des syndicats, d'enseignants, des syndicats professionnels. Et moi, si je prends le cas de mon université, Lyon 2, c'est dominé par la gauche et l'extrême gauche, évidemment. Heu, donc à partir de là, un président d'université, s'il veut ou si l'équipe dirigeante veut être renouvelée, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire en sorte que les nouveaux recrutés, qui seront aussi des nouveaux électeurs, appartiennent à sa même famille, politique, hein. Et ça, Marcel Gauchet l'exprime, extrêmement bien dans cet article de 2009 où, il montre, tout de suite les dangers, de la nouvelle loi sur l'autonomie des universités, heu, sans que malheureusement que Valérie Pécresse, à l'époque, ne s'en soit rendue compte. Donc alors elle me reproche, voilà, c'est pour ça, pour elle, c'est des propos complotistes. Non, je suis pas du tout d'accord, c'est pas des propos complotistes. Là aussi, c'est fondé sur une analyse, et sur des exemples concrets, hein, donc là, c'est quand même assez scandaleux, hein, ce qu'elle a dit, je ne sais pas si elle s'en rend compte. En tout cas, il y a eu un torrent d'indignation après ces propos. J'ai eu énormément de soutien renouvelé de collègues, d'étudiants même, et puis de la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui demande officiellement au ministre de l'enseignement supérieur, une inspection, indépendante de l'université Lyon 2. Ce qui est intéressant, c'est que le Là, je vous entends reproche plus. qu'on a pu vous faire. Pas ce qui se passe. C'est à chaque fois que je reçois un coup de téléphone, en fait, ça Oui, ça coupe le débloque. système. Heu, Alors 2 secondes, je vais faire le commentaire. On va attendre que monsieur Blanche revienne. c'est bon, je suis de retour. Et est-ce que vous êtes de retour? On vous met Voilà. en exergue. Et est-ce que vous entendez? Oui, Vous oui, c'est entendez? bon. C'est bon. Là, maintenant, c'est bon? Oui. Donc je disais, c'est ce qui est d'autant plus, cocasse, si on veut, c'est que ceux qui ont pu vous critiquer de dénoncer des recrutements idéologiques l'ont fait eux-mêmes par le passé, et je pense en particulier à des gens de la France insoumise. J'en ai été, et on l'a fait nous-mêmes. Ouais. Ça concernait les professeurs d'économie. Mmh. Bah, malheureusement, c'est une réalité. Si vous êtes, chercheur, jeune chercheur, thésard, hétérodoxe comme on dit,
en économie, keynésien, que vous trouvez que le rôle de l'État, c'est important, bah, pour percer, faut quand même, beaucoup ramer et faire profil bas. C'est très, très difficile parce qu'il y a un recrutement idéologique, voilà, très, très néolibéral en économie, dans des universités comme Dauphine. Mmh. C'est bien connu. Donc c'est étonnant de ne pas accepter la critique, de l'autre côté. C'est Ah mais tout aussi réaliste, en fait. c'est parce que, en fait, j'ai mis le doigt où ça faisait mal, hein, tout simplement, hein, quand Eh vous oui, avez en face de vous des réactions, colériques, il y a un collègue qui a dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu la boussole». Bah oui, c'est normal parce que j'ai mis le doigt où ça faisait mal. vous pensez que cette, inspection, d'ailleurs, est-ce qu'elle se tiendra ou pas? Ça, c'est pas encore décidé, cette inspection, heu, régionale, elle va se tenir ou vous pensez que ce sont des mots, Non, non, il y a et eu quelle est la conséquence? il y a S'il y a eu une un inspection régionale, qu'est-ce que à quoi elle peut amener? non, il y a eu un courrier officiel, envoyé par, le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, avec, le soutien de Laurent Wauquiez, qui est, quand même, chef des députés, LR, donc il y a quand même un poids politique là derrière, si vous voulez, hein, pour demander cette inspection. Je veux dire, une inspection, c'est pas infamant, hein, on veut savoir ce qui se passe, réellement dans le fonctionnement de l'université. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on laisse prospérer, des groupes d'extrême gauche, qui viennent ensuite interrompre les cours? Pourquoi, alors que le campus est tagué, régulièrement et que ça nous coûte une fortune, pour détaguer, c'est-à-dire 60 000 € à chaque fois, heu, il y a aucune caméra sur le campus? Quand la police m'a convoqué pour donc avoir mon témoignage puisque j'ai porté plainte, je me suis le lieutenant de police me dit: «Bon, ben, on va pouvoir avoir accès aux bandes vidéo de l'université». Mais je lui dis: «Vous savez, il y a aucune caméra à l'université». Elle me dit: «Ah bon?» Donc elle a pris son téléphone pour appeler les services techniques, elle m'a dit: «Ah ouais, il y a pas de caméra dans votre université». Bah oui, il y a pas de caméra parce que c'est idéologique, parce que les caméras, c'est liberticide. Donc on nous demande l'année prochaine de faire 1 million d'euros d'économies sur les cours, parce que l'université, est en déficit chronique. Bon, très bien. Mais moi, je refuse de saborder les cours qui sont notre mission première à l'université. Il faut quand même se dire que l'université publique en France, pour beaucoup d'enfants de classes populaires, c'est le seul moyen d'ascension sociale. Moi, j'en ai fait partie. Grâce à l'université, j'ai pu avoir l'agrégation de géographie, faire une thèse et cetera. J'étais quand même boursier sur critères sociaux à taux plein. Si j'avais été aux États-Unis ou en Angleterre, j'aurais jamais pu, comment dire, avoir cette promotion sociale. Donc on va sacrifier les cours pour payer le détagage, mais on marche sur la tête. Heu, il faut absolument, sécuriser l'université, arrêter ces blocages, en permanence, ces menaces sur la tenue des examens, qui nous obligent à faire des examens en ligne et donc des diplômes qui perdent finalement toute valeur. Parce que quand ça se sait évidemment, comment on obtient les diplômes, vous pensez bien que c'est pas évident de trouver, un emploi, ensuite, parce que Et la récidive est en tentante plus pour ceux qui n'ont pas assez étudié dans En plus, l'année, mais pensons à ces gamins qui viennent à l'université, pour obtenir un emploi, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les écoles de commerce, dans les écoles privées. Heu, on est en train de leur sacrifier leur avenir. Donc on va créer des générations de frustrés, de gens qui vont être dépités, et qui vont, alimenter, justement ensuite des groupes, entre guillemets «d'insoumis», d'extrême gauche, de zadistes, qui auront la haine contre le système et heu, non, c'est pas possible quoi. Il faut à tout prix, ce que je dis toujours, c'est que les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, depuis des décennies, ils ont sacrifié les facultés de sciences humaines et sociales. C'était pas stratégique pour la nation. Ce qui était stratégique, c'est les sciences dures, c'est les grandes écoles. En plus, les grandes écoles, c'est là qu'ils envoient leurs rejetons. Donc, alors ils ont commencé à s'inquiéter quand ils ont vu la tournure que prenait Sciences Po ou Normal Sup. Là,
parce que c'est leurs enfants qui les fréquentent. Bon, on peut toujours les envoyer à l'étranger. Mais attendez, les sciences humaines et sociales, c'est les profs des écoles, c'est les profs du secondaire, c'est tout le social, c'est une grande partie de la fonction publique territoriale. On se retrouve avec des gens qui sortent de là, heu, avec, des comment dire? Un corpus idéologique qu'on leur a inculqué et qui vont donc le reproduire, vis-à-vis, des gamins, dans le primaire, dans le secondaire. Hem, c'est pas possible de dire juste notamment sur la laïcité. Si à l'université publique, on n'est pas capable de maintenir la laïcité, comment voulez-vous ensuite que dans le primaire et dans le secondaire, les enseignants, ne soient pas, convaincus qu'il faut défendre la laïcité? Vu qu'on a passé qu'ils auront passé leur temps à l'université à écouter des gens qui déconstruisent, le principe de laïcité. Enfin, c'est un exemple, mais voilà où on en est, quoi. Non, c'est clair que sur la laïcité, on a un gros problème, à l'université, à l'école, comparé à ce qui est attendu, heu, par, nos textes constitutionnels et il est vrai que le gouvernement ne fait pas grand-chose, en ce sens. Alors si je ne m'abuse, on arrive au moment du gong Mmh. pour vous, Oui, monsieur il faut que je vous Balanche. laisse. C'était 11h30. Ouais. Ça tombe très bien. Eh bien, merci pour votre témoignage et vos analyses. Alors, le conflit en Syrie, puis qui n'est pas que contingent à la Syrie, comme vous l'avez dit, il y a la Turquie, il y a le Rojava. Qu'est-ce qui va se passer en Irak? Il y a le Liban, dont on n'a pas pu parler, vous connaissez très très bien, avec les décisions d'occupation du sud Liban par Israël, les tensions internes au Liban, continuation du conflit à Gaza, qu'est-ce qui va découler de tout ça? On serait ravis, quand vous aurez l'occasion, de vous interviewer plus longuement en direct, si vous avez la possibilité. Le sujet intéresse énormément nos auditeurs et voilà, quand vous serez à Paris ou si on descend à Lyon, ça serait un plaisir de vous interviewer dans des conditions de Très bien. studio. Merci. En tout cas, merci Merci beaucoup, à vous pour, bon courage à vous et puis euh, on lit vos analyses sur la Syrie avec grand plaisir. merci. Bonne continuation. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.